Merci d'être avec nous cet après-midi. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Parce que... Alors, bonjour Anthony. Est-ce que vous nous entendez bien? Gilles, est-ce que tu peux juste... Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Ouais, c'est bon, vous entendez bien Gilles? Super. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Je suis avec Gilles qui est en direct des Canaries et qui va vous présenter ce deuxième webinaire de la rentrée. Gilles qui travaille pour le réceptif, fondateur du réceptif One2Trek. Pour ceux qui connaissent pas le principe, donc Gilles va vous faire sa petite présentation. À la fin, vous pourrez lui interagir avec lui en lui posant des questions. N'hésitez pas à les indiquer sur le chat, je les publierai. Si jamais vous rencontrez un souci technique, n'hésitez pas à me l'indiquer sur le chat. Je suis là, je suis la régie. Et d'ailleurs, je vais laisser tout de suite la parole à Gilles et je vous souhaite une très belle formation. Au revoir. Bonjour à tous, merci Sarah. Je voudrais d'abord vous remercier d'être là pour ce rendez-vous webinaire. Remercier Together de pouvoir me donner cette parole et vous remercier à toute l'assistance, à tous les agents de voyage qui sont là présents. J'espère que ce webinaire va vous être d'une grande utilité. Donc pour ma part, c'est une première aussi au niveau d'un webinaire, d'une présentation de ce type. Donc je vais faire de mon mieux. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à poser des questions. Sarah vient de mentionner qu'on les fera les questions-réponses en, en fin d'exposé. Mais si vous avez vraiment des questions précises sur ce que je suis en train d'expliquer, j'essaierai de regarder de temps en temps sur le chat pour pouvoir y répondre à temps. Alors, au niveau d'exposé, maintenant, ce que je vais faire, c'est, vous le voyez, j'aimerais bien faire une petite situation Covid, évidemment. On est là depuis mars avec ce Covid qui ne va pas nous lâcher tout de suite. Je vais faire une petite situation de Covid sur l'ensemble de l'archipel. Ensuite, je vais faire une petite présentation de What2Trek, de comment c'est arrivé, comment on travaille maintenant et quels sont les objectifs à court terme et à moyen terme. Et ensuite, je referai une présentation de la destination des Canaries, île par île. OK, les 8 îles de l'archipel qui sont là, évidemment, pour surprendre. Alors, au niveau du Covid, bon, évidemment, sur l'archipel, on a 8 îles. Il y a des îles qui sont super dépendantes du tourisme, on va dire à plus de 80% au niveau des emplois, d'autres qui le sont moins, où il y a beaucoup plus d'agriculture, notamment sur les îles de l'Ouest. Mais en fait, en gros, quand il y a eu au mois de juin, il y avait quasi plus de cas sur l'archipel. Et puis, avec la réouverture des frontières, le tourisme est revenu et c'est sûr que les cas ont explosé. Alors, une chose positive ici, c'est l'insularité. Donc, le fait qu'on soit des îles, je pense qu'il y a c'est quelque chose de très positif parce qu'il y a moyen de pouvoir réguler les accès et de contrôler les accès. Alors, c'est sûr qu'après la première vague, ils ont ouvert les frontières à tout bout de champ, sans test, etc. On a eu des chiffres très élevés dans la deuxième quinzaine du mois d'août au niveau des cas infectés, des cas actifs. Mais depuis, les frontières se sont de nouveau refermées à cause des quarantaines qui ont été mises en place dans beaucoup de pays du nord de l'Europe. Et les cas sont pour le moment en chute libre. Alors évidemment, la saison d'été a été catastrophique. Mais il y a de l'espoir pour la saison d'hiver. Je pense que les autorités ont pris conscience qu'il y avait moyen de contrôler ces accès. Alors, ils sont en train de mettre en place, et j'espère que ça va se mettre en route, de pouvoir faire un contrôle à destination, voire en certaines origines. Ils travaillent sur des accords entre pays, etc. On verra comment ça se passe. En tout cas, on sent ici
ces derniers jours qu'il y a une réelle envie des autorités de contrôler la pandémie ici pour la saison touristique qui est à venir. La rentrée des classes en primaire a eu lieu seulement hier. Et ici, dans toutes les écoles d'Arrécif où je suis à Lanzarote, ils faisaient des tests PCR à tous les élèves et tous les professeurs. Donc voilà. Et je pense que ça va se poursuivre dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça, c'est au niveau du Covid. Alors que c'est sûr, les saisons ici, il faut savoir que c'est une destination qui fonctionne toute l'année. Les Canaries, c'est l'archipel avec le climat du printemps éternel, hein, comme on dit ici. Mais l'été, c'est une saison qui est surtout balnéaire. Hein, donc c'est plage, c'est famille, etc. Dans notre cas pour One to Trek, nous on travaille surtout en hiver. On commence vraiment à travailler à partir en général du mois d'octobre jusqu'à fin avril, début mai. Hein, ça c'est vraiment notre grosse période, hein, entre octobre et mai. On fait sans doute plus de 70% de notre chiffre d'affaires. Donc pour nous, évidemment, on a dû annuler des choses pour l'été. Mais on a quand même bien pu profiter de notre saison d'hiver, vu que l'état d'alarme a commencé qu'au mois de mars. Donc on reste positif pour la saison d'hiver et on espère bien pouvoir commencer à travailler déjà à partir du mois d'octobre. Alors l'histoire de One to Trek, c'est moi qui ai fondé One to Trek. One to Trek, c'est maintenant un petit réceptif à taille tout à fait humaine. Moi, par rapport à mon parcours, mais je suis d'origine belge, hein, je suis de Bruxelles. Avec mon nom de famille, vous le voyez, ça rate pas. Donc moi, j'ai fait un bac plus 3 en tourisme. Et puis, en expérience professionnelle, j'ai travaillé dans plusieurs zones du globe, avec plusieurs réceptifs, notamment au Mexique, au Guatemala, au Laos et bien sûr ici en arrivant aux Canaries. Donc moi aux Canaries, je suis arrivé en 2005 où j'ai eu un petit coup de cœur, non pas seulement pour l'archipel, mais aussi pour une Canarienne, l'île de la Palma, ce qui fait que je suis maintenant toujours ici et content d'y être. En arrivant ici en 2005, j'avais envie de changer j'avais envie de faire plus que du réceptif et j'étais très attiré par le guidage en fait. Donc j'ai décidé de passer mon brevet d'accompagnateur en montagne. J'ai surtout été formé dans les Alpes et également le brevet de guide officiel des îles Canaries, qui est un brevet qui est décerné par le gouvernement des Canaries. Et j'ai donc travaillé comme guide durant de nombreuses années. Je le fais encore de temps en temps maintenant quand on a un petit rush en haute saison, parce que j'adore ça. Et donc en 2014, je décide de créer mon propre réceptif. Alors l'idée de départ, c'est sûr qu'avec un nom comme ça, One to Trek, l'idée de départ, c'était surtout de proposer des séjours de randonnée dans un premier temps, que ce soit en groupe guidé ou en individuel guidé, mais également en liberté, ce qu'on appelle la randonnée en liberté. Donc ça, c'est auto-guidé, qui maintenant a bien évolué. Le liberté, un des produits importants ici pour One to Trek. Le liberté, où donc nous on fournit tout le logement, les transports, les transferts des bagages entre les logements et le roadbook, les cartes. Et maintenant, depuis quelques années, on a aussi des applications mobiles, évidemment, où on a les traces GPS pour que les gens ne se perdent pas, etc. On va dire que c'est vraiment au départ pour ça que j'ai créé One to Trek. Évidemment, ça a évolué. De séjours de randonnée, la première année, on a commencé à proposer, la deuxième année déjà, des séjours actifs en général, avec d'autres activités, du vélo, du kayak de mer, de la plongée, du surf, etc. Évidemment, de là, on s'est dirigé aussi sur des séjours famille plus sur mesure. Et depuis 2017, là, on a vraiment ouvert notre offre
en proposant vraiment des séjours sur mesure, mais aussi bien que culturels, actifs, mixtes. Ça peut être parfois un peu actif, un peu culturel, toujours du repos. On est sur les îles Canaries et quelque chose qui a bien commencé aussi, c'est ce qu'on appelle donc le Highlands Hopping. Et ce sont des séjours là qui se font sur plusieurs îles. Donc on, on fait des séjours, on organise des séjours sur plusieurs îles de l'archipel. Parfois, on prend les îles de l'Est, parfois les îles de l'Ouest. Il faut dire qu'il y a une grande différence au niveau du Highlands Hopping en fonction du public. Donc, si ce sont un public européen, hein, on travaille beaucoup avec des Britanniques, avec les Français et les Italiens. Au niveau du Highlands Hopping, donc la différence avec les Européens, c'est que, en général, les Européens, ils vont sans doute venir plusieurs fois aux Canaries sur leur durée de vie. Et donc, le Highlands Hopping, en général, pour ces Européens, c'est une ou deux îles. Ça peut être les deux îles de l'Est, ça peut être les deux îles principales, mais ça, je vais vous expliquer plus en détail. Tandis que pour les clients nord-américains, on commence à avoir pas mal, américains et canadiens, d'ailleurs, parce que je sais on a quelqu'un du Canada, là, du Québec, qui nous suit aujourd'hui. Mais c'est sûr que les gens qui viennent de plus loin, comme les Canadiens, en général, ils veulent voir un max de choses sur une durée assez limitée. Donc, on peut faire du Highlands Hopping de 5, 6, 7 différentes îles sur des durées qui peuvent aller de 10 à 3 semaines, évidemment. Okay. Alors, au niveau de l'équipe, on est 3 au bureau. Je suis accompagné de Anna et Daniela. En tout cas, ça, c'était avant confinement. Maintenant, on va voir un peu ce qui se passe avec l'évolution. J'espère bien de retrouver l'équipe au complet d'ici un mois et demi. On croise les doigts pour ça. Alors, au niveau des objectifs pour le court terme maintenant, c'est sûr qu'au niveau des voyages de groupe, moi, j'espère pas grand-chose avant la fin de l'année 2020. À mon avis, ça va être très calme encore pour l'hiver de 2021. Mais donc, on va continuer à développer ces voyages individuels, liberté, guidés, privés, sur mesure. Hein, donc ça, ce sera vraiment, à mon avis, ce qu'on va continuer à développer dans les prochains mois. Alors on est parti, on va faire un petit tour. On va faire un petit tour sur l'archipel. J'ai fait 3 divisions en fait. Hein, je commence par Tenerife et Grande Canarie, qui sont les 2 îles capitalines. Donc, ce sont les 2 îles les plus importantes, ce sont les 2 îles les plus peuplées qui se trouvent au centre de l'archipel et capitalines dans le sens où les Canaries sont divisées en 2 provinces. On a la province de Tenerife qui se trouve à l'ouest et la province de Grande Canarie qui se trouve à droite, à l'est. Donc, ce sont les 2 îles les plus connues, ce sont les 2 îles les plus peuplées, ce sont les 2 îles qui ont un accès très très facile avec des aéroports internationaux avec beaucoup de vols. Ce sont au niveau de la destination. Alors moi, elles sont connues toutes ces îles hein, pour ce côté balnéaire, ces stations balnéaires, etc. Moi, je vais pas parler de ça parce que c'est pas trop ce que je vends non plus. Je pense que vous connaissez ces destinations-là pour ça. Parce que dès qu'on sort, je pense que c'est un des points positifs des Canaries dès qu'on sort de ces zones balnéaires, dans le sud de Tenerife ou dans le sud des Canaries, je pense qu'on rentre vraiment dans des vraies îles Canaries avec une vraie identité canarienne, avec beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire, tant au niveau nature que culture. Alors ces 2 îles, je les mets en parallèle pour ça. C'est les 2 îles où il y a les grandes villes. L'accès, elles sont très complètes au niveau de la destination parce qu'elles sont très riches au niveau de nature et très riche au niveau culture également. Hein. Facile à combiner dans les Island Hopping. Ça peut être très bien les îles de commencement parce qu'il y a beaucoup de vols. En général, quand on va à Tenerife, c'est très facile après d'aller sur les îles occidentales et Grande Canarie. Après, c'est très facile en bateau d'aller sur les îles plus orientales. Okay. Alors, les points forts de Tenerife, pour moi, la définition, c'est la plus grande
des îles des Canaries. C'est la plus haute. Là, la photo qu'on voit, c'est le Teide, dans le parc national de las Cañadas du Teide. Donc ça, c'est ce fameux volcan, 3718 mètres d'altitude quand même. C'est le point culminant d'Espagne. Donc au niveau nature, c'est très très complet, beaucoup de contrastes. Donc il y a le parc national du Teide, il y a les parcs ruraux de Teno et Anaga au nord avec de superbes forêts de lauriers et une réelle vie rurale, hein, vraiment dans ces zones de Tenerife. Au niveau de l'histoire, très riche également, Tenerife avec l'ancienne capitale San Cristobal de la Laguna, hein, on l'appelle plutôt ici la Laguna, qui est une ville patrimoine de l'UNESCO, avec de nombreux musées, et surtout dans la zone nord, il y a de nombreux gros villages et villes coloniales, très très riches en architecture, en histoire, comme par exemple la Orotava et Garachico, par exemple. Hein. Un petit point où j'aime vraiment bien amener les touristes, les clients quand on va à Tenerife, c'est au niveau de la gastronomie. Donc, il y a beaucoup de vins également, mais ça c'est dans l'ensemble de l'archipel, sauf sur Fuerteventura. Il y a des restaurants qui s'appellent les Huanchinches. Ça c'est vraiment typique de Tenerife, hein, qui sont en fait des restaurants. C'est une licence spéciale qui existe sur Tenerife. Ce sont des restaurants en fait qui peuvent ouvrir pour les bodegas. Donc les bodegas, c'est les petits producteurs de vin familiers. Hein, donc c'est les familles qui produisent un peu de vin. On leur autorise à avoir une licence de restaurant pour écouler leur vin. Donc en général, c'est des restaurants qui sont ouverts dans les garages, sur la terrasse des maisons ou de la bodega, qui sont ouverts 1 mois, 2 mois, 3 mois, une fois que le nouveau vin est arrivé et le temps qu'ils écoulent tout leur vin. Ça fait partie vraiment de la vie populaire là-bas à Tenerife. Et pour moi, un point de vue obligé. Alors là, c'est une petite photo de Garachico. Pourquoi Garachico? Je viens de la nommer avant. Donc c'est une petite, un gros village colonial, on va dire ici dans le nord de l'île. Moi, c'est le genre d'endroit où je loge nos clients, parce que ce sont des villes qui sont vraiment très charmantes, toujours avec ce contact avec la mer, et on a vraiment une impression de vivre les Canaries avec les Canariens. Donc on sent cette identité canarienne et on est en direct contact avec les éléments. Grande Canarie, îlot de capitale, avec ici la photo du Roque Nublo, qui est un monolithe au sommet de l'île, très prisé des randonneurs. Moi, je la caractérise, l'île de Grande Canarie. Pour moi, c'est la plus complète. Si on dit ça aux gens de Tenerife, c'est sûr qu'ils ne sont pas très contents. Mais c'est vraiment, pour moi, la plus complète. Elle est plus petite que Tenerife, donc elle est très facile au niveau des transferts, etc. Au niveau de la nature, il y a des canyons assez grandioses. La nature est assez grandiose. La Cumbres, qui sont les hauteurs avec de villages perchés, des villages troglodytes, etc. Et une grande diversité au niveau des forêts. Au niveau de l'histoire, le centre historique de Las Palmas de Gran Canaria, qui est quand même une ville de quasi 500 000 habitants, très 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 intéressant, avec de nombreux musées sur l'histoire des Canaries, sur l'art des Canaries, etc. Mais aussi des zones sur l'île, dans le nord de l'île, il y a des zones archéologiques très très intéressantes, dont notamment la Cueva Pintada, avec des restes des cultures aborigènes, donc préhispaniques, sur les îles des Canaries. Sur la page suivante, en fait, il y a une photo justement du centre de Las Palmas de Gran Canaria, avec la Casa Colón, hein, par où est passé évidemment Christophe Colomb pendant ses passages par les Canaries avant d'aller rejoindre
l'Amérique. Okay. Alors au niveau gastronomie, etc., il y a aussi quelque chose d'important à Grande Canarie, qui est typique de Grande Canarie, c'est le fromage de Flore. Hein, donc souvent, quand on a des visites, des clients en visite à Grande Canarie, on visite des fromageries. Le fromage de Flor de Veguilla, c'est un fromage typique de Grande Canarie qui est fait à base avec la fleur du chardon, en fait, comme présure, en fait, pour el cuajo. Je ne sais pas comment on traduit ça pour le fromage, pour que ça prenne. Ça, c'est des fromages de saison, hein, pour Grande Canaria. Voilà. Alors, on va commencer maintenant, la deuxième partie de cette destination. Après les deux îles capitalines, on va aller sur la province de Tenerife, avec les îles occidentales, avec La Gomera, El Hierro et La Palma. Donc vous avez la petite carte ici. C'est une carte assez intéressante parce qu'on voit les connexions. Hein. Donc les trois petites îles, comme on les appelle ici, c'est les trois plus petites îles de l'archipel et c'est vraiment les trois îles les plus rurales. C'est vraiment un autre rythme. Alors au niveau de l'accès, vous voyez que les lignes orange, les avions, là, les grandes lignes oranges, ça, ce sont les accès au niveau des aéroports internationaux. Donc, il n'y a que des vols internationaux qui vont sur La Palma. Il n'y en a pas des masses, mais il y en a. Et sinon, pour aller à La Gomera et à Hierro, il n'y a que des vols internationaux via Tenerife Sud. Tenerife Sud. Vous voyez les petites flèches jaunes, ça ce sont aussi des vols, mais ça ce sont donc les lignes aériennes insulaires, qui vont entre les îles. Alors il y a un aéroport, comme vous le voyez, à Tenerife Nord, qui est principalement en fait un aéroport national. Donc il y a pas mal de connexions depuis la péninsule ibérique, que ce soit Madrid, Barcelone, mais aussi Santiago, Valence, Séville, etc. Donc c'est vraiment, on va dire, l'aéroport national et insulaire pour Tenerife Nord. Alors pourquoi j'explique tout ça? Parce qu'on se rend compte donc assez rapidement que ces îles ne sont pas aussi accessibles que ça. Alors ça peut être un point négatif, c'est sûr, au niveau de l'accès. Mais moi, disons que je retourne un peu l'histoire parce que le fait qu'elles ne soient pas accessibles, ça fait justement qu'elles restent très très authentiques, qu'il y a beaucoup moins de visites, beaucoup moins de touristes. Et si on prend un peu le temps d'aller jusque là-bas, on a affaire à vraiment une destination différente. Hein. Alors, en général, pour commencer les Highlands Hopping, on part soit de Tenerife. Alors, c'est très facile de Tenerife Sud. Si les avions arrivent à Tenerife Sud, on prend le bateau. Avec le port de Los Cristianos, en fait, il se trouve à 20-25 minutes de l'aéroport du Sud. Et le bateau de Los Cristianos à La Gomera, c'est une heure de route, de bateau, de croisière, à peu près. Hein. Ensuite, de San Sebastián, de La Gomera pour aller jusqu'à La Palma, mais c'est encore là, on a encore 2 heures, 2 heures et demie en fonction ça change en fonction de la compagnie de bateau qu'on prend. Alors moi, j'insiste bien dans les Islands Hopping également. Une fois qu'on arrive sur l'archipel, moi, je fais les connexions atterries, je les fais vraiment en bateau, toujours. Ok. Alors, on va voir île par île. Alors, on commence avec La Gomera, donc la plus proche la plus proche de Tenerife. Vous voyez là, la photo, c'est le Roque de Agando. Toutes les îles sont 100% volcaniques ici aux Canaries. Roque de Agando, vous voyez, au milieu de la forêt, juste à côté du parc national de Garajonay. Alors, pour moi, la Gomera, c'est vraiment la plus rurale. De nombreux villages
de petits villages perdus un peu partout dans les magnifiques canyons, c'est Barranco. Ici, je vais mentionner par contre à La Gomera la station balnéaire, hein, parce que ça n'a rien à voir avec les stations balnéaires de Tenerife et Grande Canarie, ou même Lanzarote et Fuerteventura. La station balnéaire de Valle Grande Rey, c'est tout petit en fait, hein. C'est quelques hôtels avec deux petites plages, mais donc ça permet aussi de faire quand même des petites journées plage si on veut se reposer pendant le séjour, si on fait un island hopping ou même pour y passer plusieurs jours. Mais c'est des petites stations balnéaires à La Gomera ou à La Palma, je vais le mentionner dans quelques instants, qui sont très très agréables et qui ne donnent pas l'impression d'être dans ces zones surpeuplées de touristes, restaurants et autres discothèques. Okay. Alors, pour moi, les points forts de La Gomera, pardon, ce sont ces nombreux barrancos, donc c'est vraiment une succession de vallées très très encaissées. Et au centre de cette île bien ronde, c'est donc le parc national de Garajonay. Le parc national de Garajonay, c'est une forêt, hein, c'est une forêt primaire, une forêt de lauriers. Alors il y a des forêts de lauriers comme ça sur plusieurs îles de l'archipel, hein, toutes celles qui mesurent plus de 1500 mètres de haut, donc en gros à partir de Grande Canarie quand on va à l'ouest. Le parc national de Garajonay, c'est le plus bel exemplaire avec les plus beaux spécimens d'arbres, etc. La plus exubérante également. Au niveau de la culture, c'est l'île colombine par excellence. Je m'explique, ben c'est l'île chaque fois par où est passé Christophe Colomb. C'est de là qu'il est parti. C'était son dernier point de chute avant la découverte des Amériques. Donc c'est assez présent, ça, notamment à Saint-Sébastien de la Gomera. C'est assez présent dans l'ambiance. Et alors au niveau culture, vous en avez sans doute tous entendu parler, c'est le langage sifflé de La Gomera, donc c'est vraiment une vraie langue, donc dû à ces canyons très très encaissés, cette multitude de canyons très très encaissés, en fait les gens ont inventé un langage pour se parler d'un versant du canyon à l'autre, pour pas devoir redescendre, remonter de l'autre côté. Alors c'est un langage qui a commencé un peu à se perdre en fin du siècle passé, parce qu'il y avait la voiture qui est arrivée, etc. Donc il n'y avait plus besoin de parler en sifflant, mais qui se récupère très très fort parce qu'il a été déclaré patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO et donc ils reçoivent des subsides. Et depuis 10 ans maintenant, il est de nouveau enseigné à l'école. Donc toute la nouvelle génération reparle. C'est une vraie langue, hein, ils peuvent vraiment avoir des conversations. Et donc avec ça, ça peut être intéressant aussi avec les visites de faire des ateliers langage sifflé pour apprendre un peu, pour faire des tests et apprendre un peu les rudiments de ce langage. Au niveau de la gastronomie, il y a également du vin sur l'île de La Gomera. On continue avec ces petites îles de l'ouest avec La Palma maintenant. La photo qu'on a là, ben ça c'est une photo de forêt de laurier qui est à La Palma. Vous voyez que c'est très très vert, ce sont des forêts très luxuriantes. Alors l'île de La Palma, moi je la caractérise c'est l'île qui est la plus humide, donc la plus verte. Hein. Donc au niveau de la végétation, c'est vraiment très 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 sympa. Il y a deux petites stations balnéaires, petites également très agréables. Une sur la côte ouest qui s'appelle Puerto Naos et une autre sur la côte est qui s'appelle Los Cancajos. Alors pour moi, l'île de La Palma, c'est vraiment une île très 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 intéressante au niveau de la randonnée. C'est une île très avec des côtes. Il n'y a pas de ligne droite, on va dire, à La Palma. Au niveau de la nature, il y a aussi un parc national à La Palma, c'est la Caldera de Taburiente. Il y a pas mal de volcanismes récents, et donc comme sur la photo des forêts. La culture, au niveau de la culture, la capitale Santa Cruz de Tenerife, c'est une zone assez intéressante et très jolie petite ville.
On y fait du vin, on y fait du rhum, mais contrairement à beaucoup de ces consorts, la Palma, elle vit surtout de l'agriculture, hein, de la banane en fait, plus que du tourisme. Hein, donc ça, c'est une île où il y a moyen de se perdre aussi. Il y a des coins qui sont vraiment très, très, très perdus. Très bien pour le calme. Alors là, sur la photo, vous avez une petite vue d'ensemble, justement, de du centre de l'île avec la caldeira de Taburente, donc le parc national. Vous voyez, la caldeira, c'est une des calderas les plus profondes au monde. Hein. Elle fait plus de 2000 mètres de profondeur. Okay. El Hierro, je vais boire un petit, une gorgée d'eau. Voilà, El Hierro, donc c'est la plus petite de l'archipel, c'est la plus difficile d'accès. Et pour moi, c'est ce qui en fait la plus spéciale. Donc là, il faut vraiment des gens qui ont du temps, hein, parce qu'en général, il faut au moins une bonne journée pour y aller, parfois avoir même deux, ça dépend d'où on vient. Mais une fois qu'on y est, c'est vraiment tranquillité absolue, sensation du bout du monde. Il y a très peu d'offres au niveau des logements. Au niveau des hôtels, ben, il y a quand même un Parador espagnol, mais il y a très peu de logements. C'est beaucoup des maisons, des villas, des, des, des maisons à louer, etc. Et quelques petits hôtels. Donc pour moi, le point fort d'El Hierro, c'est vraiment sa tranquillité, cette sensation du bout du monde. C'est une nature au niveau, c'est le volcanisme récent, des forêts mystérieuses aussi, très très connu pour être le meilleur endroit de la plongée sous-marine sur l'archipel. Et comme sur la photo, les piscines naturelles, alors il n'y a pas de plage, c'est une île qui est vraiment très très récente. Hein, donc il n'y a pas de plage sur l'île vraiment, mais il y a une quantité invraisemblable de piscines naturelles. Donc ça, comme ici, c'est des petites piscines, c'est des trous qui se remplissent avec les marées hautes, et des piscines comme celle-là, qu'on voit juste là, où on peut se baigner à marée basse, il y en a des dizaines et des dizaines. Très, très sympa. Au niveau de l'histoire et la culture, ben, c'était l'île du Méridien jusqu'en 1884. Hein. Donc c'était vraiment le bout du monde à un moment donné pendant longtemps. Et en 1884, l'Empire britannique a imposé le méridien de Greenwich. Voilà, pas mal de vent aussi à El Hierro. Alors ici, on a une petite carte, on part sur l'autre province, la province de Grande Canarie. Donc avec Fuerteventura, Lanzarote et depuis peu la Graciosa. Vous voyez la petite île là au-dessus, au nord de Lanzarote. Elle faisait partie de Lanzarote, mais maintenant c'est la 8e île de l'archipel. Donc ça, ce sont les îles les plus anciennes de l'archipel, les plus arides. On change complètement de décor. Ce sont des îles qui montent pas très haut. Si à partir de Grande Canarie, on monte 2000, 1500, 2300, plus de 3000 mètres pour Tenerife. Fuerteventura et Lanzarote, on ne dépasse pas les 800 mètres d'altitude. Complètement différentes au niveau du climat, beaucoup plus arides, très très bien connectées. Elles ont des stations balnéaires plus importantes car il y a plus de plages, donc des connexions aériennes très faciles. Beaucoup de vols en général de toute l'Europe. Fuerteventura, donc pour moi, c'est la plus sauvage des Canaries. Pourquoi la plus sauvage? C'est la deuxième plus grande île de l'archipel et c'est celle qui a le pourcentage de population la plus réduite. Donc évidemment, qu'est-ce que ça en fait? Elle est très peu peuplée, il y a donc de grands espaces, il y a beaucoup plus de chèvres, d'êtres humains. Pour moi, c'est une île idéale pour se perdre, pour la randonnée évidemment. Pour le vélo, c'est très très bien aussi parce que c'est très roulant, tant en route qu'en gravier, donc VTT facile, mais également en island hopping avec guide privé. Il y a moyen d'arriver à beaucoup d'endroits où on croise personne. C'est une île qui surprend vraiment. Beaucoup de contrastes de couleurs, des montagnes oranges, une mer violente d'un côté, de l'autre côté le, le, le sable blanc avec ce côté Caraïbe. Et très connu pour ses fromages de chèvre également à Fuerteventura. Mais vraiment, moi, j'insiste sur l'aspect sauvage
de cette île qui en fait que ce soit vraiment un joyau en fait. Moi j'aime beaucoup, beaucoup. On travaille de plus en plus sur Fuerteventura. Lanzarote, pour moi celle-là c'est la plus atypique. Moi c'est ici que j'habite, c'est ici qu'on est basé. Lanzarote assez connu également, atypique pour ses couleurs. Vous voyez la photo qu'on a là, c'est donc le vignoble, hein, le vignoble de l'Argelia, qui est ces vignes qui poussent dans des trous. Ce sont des vignes rampantes avec derrière ces volcans aux couleurs incroyables, les volcans du parc national, également parc national de Timanfaya, qui sont 6 ans d'éruption, donc il y a plus d'un quart de l'île qui est recouverte par cette mer de lave et ces volcans de Timanfaya. Également au niveau nature, les falaises de Famara sont des falaises qui font 20 km de long sur le nord de l'île. Alors, c'est une île qui est très confortable au niveau des visites parce qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à voir sur une distance très très courte en fait. Hein, donc, c'est une île assez active où on peut faire plein de choses sur une journée. Au niveau culturel, très très important aussi, c'est la présence d'un artiste qui s'appelle César Manrique. C'est un artiste de l'île, visionnaire, qui est décédé en 92, mais qui a vraiment donné une image assez incroyable à cette île. Il y a une photo d'ailleurs sur la page suivante avec Los Rameos del Agua. Alors, cet artiste, il est vraiment partout sur l'île et il a créé beaucoup d'endroits assez incroyables en mêlant nature et art, comme cet endroit ici qui s'appelle Los Rameos del Agua, qui a été fait dans un tunnel volcanique où le toit s'est effondré. Et ça, c'est le genre d'œuvre qu'il fait. C'est un artiste incroyable, hein, donc on ne peut pas aller à Lanzarote sans visiter des œuvres de César Manrique. Et ça en fait de cette île aussi une île très, très intéressante et très complète au niveau des visites. Pour Lanzarote. Et enfin la Graciosa, qu'on voit là dans le fond. Vous voyez, ça c'est une vue de la Graciosa. Donc la Graciosa, c'est une toute petite île qui fait 27 km², 9 sur 3 plus ou moins. Comme vous le voyez, c'est très aride. Là, c'est une photo qui a été prise au-dessus des falaises de Famara. On la combine évidemment avec Lanzarote. C'est qu'une petite demi-heure de bateau. Et moi, je conseille vraiment à toutes les personnes qui viennent nous rendre visite de au moins passer une nuit à la Graciosa, parce qu'une fois que les touristes d'un jour s'en vont, c'est aussi une sensation de bout du monde. Il y a pas une goutte de goudron sur l'île. Hein, c'est vraiment toutes les îles, il n'y a que 500 résidents, toutes les ruelles sont en sable et ça permet de faire un bon farniente en fin de séjour. Hein. Donc voilà, c'est une présentation très rapide, très succincte, mais c'est un peu pour avoir une idée générale de ce qu'on peut faire sur cet archipel. Je vais regarder un peu les questions. J'étais en train de me concentrer sur ce que je disais. Donc voilà, on passe aux questions. Y a-t-il des différences de température entre les deux stations balnéaires? Alors, les deux stations balnéaires, à La Palma, je suppose. Je suppose que c'est La Palma. J'aurais dû voir. Ouais, c'était non, c'était La Palma parce que sur El Hierro, il n'y a pas de station balnéaire. Disons qu'il y en a une à La Palma qui est plus ensoleillée que l'autre. Donc celle de Puerto Nao, c'est beaucoup plus ensoleillé que l'autre. Donc c'est un système, c'est souvent comme ça aux Canaries en fait, parce que c'est géré par les alizés qui amènent les nuages. Et donc en fait souvent les nuages, que ce soit sur Tenerife, Gran Canaria, La Palma, les nuages restent bloqués sur les zones est, nord-est. Et donc, il fait souvent nuageux, plus nuageux sur les zones est et plus ensoleillé sur les zones ouest ou sud. Donc, Puerto Nao, c'est plus ensoleillé. Mais en général, sur la côte, où que ce soit sur l'archipel, il fait rarement moins de 20 degrés en journée. Ça, c'est important.
Mais c'est sûr que ce sera toujours plus juin à septembre. Juin à septembre, pas trop chaud. Disons de nouveau les alizés. Donc juin à septembre, il faut savoir que c'est la saison des alizés par excellence. On a 99% de chances d'avoir du vent fort du nord, un vent frais. Et donc en fait, de juillet à septembre, on dépasse quasi jamais les 30 degrés. En fait, il fait plus frais que maintenant sur le continent européen, ou plus frais de toute façon que dans le bassin méditerranéen. Euh, En fait, septembre est la période où les alizés se terminent. Donc souvent, septembre est plus chaud que l'été. Les possibilités de nuit chez l'habitant, ça peut être compliqué, ça dépend où, ça dépend quel genre de produit. Après, nous, on travaille beaucoup avec des petites maisons rurales qui sont des petits logements familiaux. Il faut savoir, comme ce sont un archipel qui vit quand même beaucoup du tourisme au niveau des logements, c'est très euh, légiféré en fait. Hein. Donc au niveau des nuits d'habitants, mais il faut que ce soit légalisé, il faut que ce soit légalisable. Donc sur les petites îles, les logements avec lesquels on travaille en général, c'est des petits hôtels qui peuvent avoir 5, 6, 7 chambres, voire moins, voire moins. Euh, et donc là, on a quand même un échange avec les habitants. Alors, pour répondre directement à cette question, donc sur quelles îles évitons mieux le tourisme de masse et balnéaire? Alors c'est sûr que les îles où il y a le moins de tourisme de masse, ce sont les trois petites îles occidentales. Donc euh, La Palma, La Gomera et El Hierro. Ça c'est sûr, ça c'est sans hésiter. Après, ce qu'il faut vraiment savoir et qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez aller à Tenerife, vous pouvez aller à Gran Canaria, vous pouvez aller à Lanzarote et à Fuerteventura. Dès que vous sortez des zones balnéaires, il y a cet effet de vie des îles Canaries et on peut très bien avoir la sensation d'être vraiment sur des îles Canaries au rythme des locaux, dans un environnement euh, tout à fait local. Après, au niveau du tourisme de masse, c'est sûr que les trois petites îles sont les moins massifiées, sans hésiter. On ne sait pas encore très bien. Donc, comment s'organise le tourisme, les finances. Alors, pour le moment, on ne sait pas encore très bien. À mon avis, les prix vont baisser. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'hôtels qui ont réouvert, qui ont refermé. Il y a encore beaucoup de logements et de services qui ne sont pas encore disponibles. Je pense que dans un premier temps, je pense que ça ne va pas être trop cher. En tout cas, nous, moi, au niveau de mes prestataires, des collaborateurs, etc., les prix restent les mêmes que la saison passée. Donc, n'augmentent pas. Il n'y a personne qui augmente ses prix pour le moment. Et à mon avis, ça va être la ligne à suivre pour la saison d'hiver qui arrive. Ça ne va pas augmenter. Maintenant, il faudra voir aussi avec les lignes aériennes, etc. Je pense qu'ils sont en train de travailler pour pouvoir ouvrir les portes de l'archipel de la façon la plus sûre possible et la plus accessible possible euh, au niveau des prix également. Hein. Ça, c'est sûr. C'est possible de faire des autotours avec des planifications de rando en liberté. Tout à fait. C'est complètement possible. C'est possible aussi de faire donc des autotours avec une visite guidée au milieu.
une balade ou une rando également. Donc, on est vraiment pas obligé, si on veut faire de la rando, on n'est pas obligé de randonner tous les jours. Mais là, c'est possible de faire de la liberté en voiture, c'est sûr. Alors, au niveau des engagements en faveur du tourisme durable, écoutez, j'espère, je pense que oui. Moi, j'ai envie de dire que oui, parce que je pense que, en tout cas au niveau personnel ici, moi, c'est quelque chose que j'y ai vraiment consacré du temps pendant le confinement. C'est des engagements durables, de mettre en place toute une série de systèmes au niveau des produits qu'on propose One2Trek. Euh, D'essayer un maximum de protéger l'environnement, de protéger la destination, etc. Et donc, du coup, on essaye, au niveau des prestataires avec lesquels on travaille, euh, d'avoir des engagements de leur part également. En tout cas, la sélection des prestataires se fait en fonction de leurs engagements également. Alors, au niveau, on est peut-être encore un peu trop proche. On ne sait pas encore très bien ce qui va se passer, mais au niveau, par exemple, du tourisme, de l'Office du tourisme de Lanzarote également, dernièrement, sur ces derniers mois, il était assez actif également au niveau des engagements, au niveau du tourisme durable, au niveau des formations qu'il proposait, des webinaires, etc. Je pense qu'on est à un tournant de l'économie touristique aux Canaries. Il y a beaucoup de monde qui est en train de se rendre compte que le modèle qu'on avait du tourisme de masse, ben, il a les jours qui sont comptés. Et donc, il y a une réelle prise de conscience, en tous les cas, que notre modèle économique sur ces îles doit changer. Ce qui implique évidemment donc des engagements en faveur du tourisme durable. Euh, En tout cas, déjà au sein de Together, il y a pas mal de choses qui ont été faites durant le confinement également. Donc, en tout cas, nous, One2Trek, nous, on est très très sensible, on est très très sensible à ça. Jour et horaire. Alors, je suis pas sûr de savoir exactement ce que c'est. Ah, les jours et horaires, les fautes de frappe. Oui, tout à fait. Les jours et horaires de traversée sont respectés. Tout à fait. Ce qui se passe, c'est que pour que ce soit respecté, en fait, on peut pas faire de réservation à très long terme. Donc, en général, c'est 3 mois pour les confirmations des billets de bateau. Mais il y a des lignes, par exemple, genre La Gomera, Tenerife-La Gomera, d'office, il y a des connexions le matin, le midi et en fin de journée. Donc, en fonction du vol d'arrivée, par exemple, si je parle de ça parce que c'est les gens qui vont à La Gomera, en général, arrivent par Tenerife Sud. Donc, c'est très rare. Il faut vraiment que le vol arrive très, très tard le soir pour que les clients n'aient pas la possibilité de voyager jusqu'à La Gomera le même jour. Mais en général, c'est faisable. Alors ça dépend de ce que vous voulez faire hein, sur le logement en randonnée, voir plusieurs plans de chute. Ça dépend de l'île aussi. Alors au niveau des groupes, moi les îles qui sont vraiment très très encaissées, donc La Palma, La Gomera, Tenerife, donc elles sont encaissées, donc ça veut dire qu'au niveau des transferts c'est difficile. Au niveau des groupes, en général, sur un séjour d'une semaine, je choisis 2 logements. Un logement dans une zone et un autre logement dans une autre zone. Et comme ça, on fait les randonnées chaque fois avec des transferts le plus court possible. Hein. Ça, c'est au niveau des voyages en groupe. Au niveau du voyage liberté, dans nos voyages liberté, moi, nous, ce qu'on propose, One2Trek, c'est des voyages itinérants. Ça, c'est vraiment important. Moi, c'est ce que j'essaie de proposer, c'est vraiment des voyages itinérants. Donc, par exemple, l'itinérant
le Liberté à Lanzarote, il part du sud de l'île, du point sud, de la zone la plus au sud de l'île. Le premier jour, c'est une randonnée privée guidée avec le guide dans le parc national de Timanfaya, pardon. Et puis, ils vont traverser toute l'île et changer de logement tous les jours pour terminer avec les 2 dernières nuits sur la Graciosa. Donc moi, sur le Liberté, à la Gomera, c'est la même chose. On change de logement tous les jours. Tenerife également, pour le Liberté. Après, de nouveau, ça peut être personnalisable pour chacun. Ça, il n'y a pas de problème. On peut rajouter une nuit par-ci, une nuit par-là. S'il faut des jours de repos, tout est possible. Mais moi, pour le Liberté standard, c'est vraiment de l'itinérant. Alors, au niveau des expériences avec les incentives, j'ai fait ça très occasionnellement. Par contre, au niveau séminaire et formation, on a commencé l'année passée avec plusieurs genres de groupes différents. J'ai une école de graphisme suisse qui vient chaque année. Au niveau séminaire, on a lancé avec une ASBL belge qui vient chaque année aussi avec des séminaires de méditation. Donc là, on organise toute la logistique et également les activités annexes au séminaire. Hein, donc en général, ils viennent avec leur moniteur pour que ce soit la méditation. Marcher sur la méditation, et nous on organise tout le reste au niveau des logements, salles d'activité et activités annexes. Très bien, je m'arrangerai avec Sarah pour le faire. Oui, on va vous envoyer de toute façon un mail dans quelques jours avec le replay de la formation. Et puis, si tu le souhaites, Gilles, on pourra également mettre la présentation jointe à l'email. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Ou sinon, on va clore ce webinaire pour aujourd'hui. En tout cas, merci Gilles, c'était super ta présentation. Tu racontes tes îles comme personne. Enfin, en tout cas, ça donne envie d'y aller. Super, ça fait plaisir. Super. Et écoutez, il n'y a pas d'autres questions, donc on va s'arrêter pour aujourd'hui. Et merci à tous. Merci beaucoup d'avoir été là. Et à très bientôt pour de nouvelles formations destination avec les réceptifs. Très bien, merci. Au revoir. Au revoir.